Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu te dis, un instant. Alex, bonjour. Salut, Benoît. On suit le sujet aussi d'Antoine. Là. Tu aussi, tu veux le traiter, le lockout au port de Montréal. Est-ce qu'il y a un lockout aussi à Vancouver? Oui, il y a 2 lockouts. Alors là, tu as les 2 principaux ports du Canada qui sont paralysés. Au cours de la dernière demi-heure, Benoît, il y a eu justement le représentant syndical qui a rencontré la presse et qui a fait un peu un état de situation. Puis je te résume un petit peu ses propos, là. C'était un peu le discours syndical qu'on a l'habitude d'entendre lorsque de pareilles situations se produisent. Alors voilà, je te résume, j'avais un petit souci avec mon bloc-notes. Le syndicat dit qu'il a insisté pour revenir à la table, mais que l'employeur a fait la sourde oreille depuis 3 semaines. On dit on court après la partie patronale pour poursuivre les négociations. Le syndicat pense qu'il y a encore une entente possible. On est ouvert à une entente à long terme. Et là, je te cite l'expression qu'il a utilisée, le merdier dans lequel on est actuellement. Ben là, le responsable, c'est le boss, c'est la partie patronale. Et refaisons un peu le fil des événements, puis après ça, je te parlerai des conséquences économiques qui sont, à mon sens, complètement intenables dans le contexte actuel, OK? Vers la fin de la semaine dernière, tu as eu l'Association des employeurs maritimes qui a déposé sur la table 20% sur 6 ans. Retenez ce chiffre-là, 20% sur 6 ans. Je ne sais pas si vous avez eu ça, là, vous autres, là, dans votre domaine, là, 20% sur 6 ans. Ce qui mènerait la rémunération globale moyenne à terme, donc après le contrat de 6 ans, à peu près à 200 000 $ pour les débardeurs. Ça, ce chiffre-là, le syndicat le conteste, mais c'est ce qui est avancé par la partie patronale. Le syndicat, lui, voudrait avoir 20% sur 4 ans, mais de la flexibilité au niveau des horaires. Parce que semble-t-il que la conciliation travail-famille serait très difficile pour nos débardeurs. Okay? En même temps, les horaires, Alex, j'imagine, quand le bateau arrive, puis il faut vider le bateau, ben il faut que ça se fasse là. Fait que faut qu'il y ait du monde là. Benoît, c'est pas... Je suis pas le plus sensible à la question des horaires atypiques et de la conciliation travail-famille, là. C'est pas moi qui vont émouvoir avec ça, certainement, OK? Et là, il y avait eu un ultimatum lancé par la partie patronale en disant, là, on vous laisse jusqu'à dimanche soir, 21h pour nous répondre. La réponse est venue avant ça. La réponse est venue en début de soirée, alors que les débardeurs, ils sont 1200 au total à Montréal, ont rejeté cette proposition-là à 99,7%. Je pense que c'est assez clair. C'est qui l'enfant de Nanane qui a voté contre? C'est ça. C'est qui a voté contre? Hein? C'est-tu Roger? C'est Michel? C'est qui? Bon. On t'attend dans le stationnement, toi, mon têteux. Ben là, c'est ça qui arrive. Mais là, conséquence de tout ça, Benoît, t'as tellement raison en insistant sur le fait que là, à un bout du pays, à Vancouver, c'est en lockout, puis à l'autre bout, à Montréal, ça l'est aussi. Ça a des conséquences. T'es bouché des 2 bouts, et ça a des conséquences vraiment économiques importantes. Puis là, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent. Il y a eu un point de presse de l'administration portuaire de Montréal qui est pas l'employeur de ces débardeurs-là, mais ils sont sortis ce matin pour tirer sur la sonnette d'alarme en disant attention, là, il y a des conséquences économiques très, très graves. Un problème aussi de fiabilité, puis un problème réputationnel aussi pour le port de Montréal. Parce que, tu sais, supposons que toi, tu es un entrepreneur, tu vas-tu vraiment faire passer ta marchandise par le port de Montréal? Tu sais, est-ce que la fiabilité sera au rendez-vous? Puis c'est des millions de dollars, Benoît. Là. Il y a eu une étude du port de Montréal qui nous démontrait qu'à chaque jour de grève, c'était 90 millions de dollars en déficit économique. Puis une journée de grève, là, tu rattrapes pas ça en une journée, là. Non. Un instant. Un jour de grève, tu rattrapes ça à peu près en 7 jours. Ah oui? Oui. Alors ça, c'est pas du 1 pour 1, là. Alors pensez à ça dans les prochains jours, là. Je pensais que c'était comme les alcooliques, tu sais, un jour à la fois, mais là, pas pantoute, le débardeur, ça n'a rien à voir. Ah, okay. Non, alors là, tu sais, t'as aussi la Chambre de commerce du Montréal métropolitain via Michel Leblanc ce matin qui demandait une intervention d'urgence, non pas du ministre fédéral du Travail, M. McKinnon, mais de M. Trudeau.
Alors, j'ai hâte de voir de quelle façon ça va se concrétiser. Antoine avait raison lorsqu'il disait qu'un recours à la loi spéciale, maintenant, on est de plus en plus limité en raison de certaines décisions du tribunal. Moi, Benoît, j'ai un problème lorsque de part et d'autre, là, dans ce cas-ci, c'est un lock-out, là, mais c'est un lock-out parce que le syndicat a refusé 20% sur 6 ans. Mais quand on prend en otage l'économie d'un pays, là, quand on prend en otage aussi le pain puis le beurre de certaines entreprises, moi, je trouve ça inacceptable. C'était inacceptable dans le domaine ferroviaire. C'était inacceptable, à mon sens, aussi, lorsqu'on a fait des blocus sur la voie ferroviaire. On ne devrait pas. L'économie d'un pays, à un moment donné, passe devant les intérêts personnels de certains individus, là. Hein? Alors, c'est moi, beaucoup, ça, hein, j'ai bien hâte de voir. 20%, c'est comme 3,5% par année sur 6 ans. C'est pas pire. Et moi, ce que j'ai hâte de voir au sein de la population aussi, c'est est-ce que les débardeurs vont bénéficier de la même cote de sympathie, par exemple, que des infirmières, la même cote de sympathie que les enseignantes? Ça dépend. S'ils nous attendent à la porte, oui. Parce qu'on n'aura pas le choix. Pas bien. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas des enfants de cœur. Hein? Bon, crise de l'itinérance, toxicomanie. Encore une fois, moi, je reviens là-dessus. Tous les candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec se sont réunis. À ma connaissance, pas un mot là-dessus. Puis il me semble que depuis le temps que ça traîne et que ça dure, la crise d'itinérance, de toxicomanie, de problèmes de santé mentale, ça mérite un 15 minutes de débat, non? Ben oui, mais ils ont été bien trop occupés à parler de l'anglais. Parce moi. qu'à Montréal, là, tu peux pas vivre en anglais. À Montréal, oublie ça, là. Là, mettons, t'es un anglophone, là, t'es persécuté, là. Là, tu peux pas vivre en anglais. Tu peux pas te faire soigner en anglais. Tu peux pas écouter la radio en anglais. Tu peux pas écouter des émissions de télé en anglais. Tu peux pas aller au magasin en anglais. Tu pourras pas être servi. Je te comprends d'être bouleversé. Cette chronique est commanditée par le Québec Bashing Community Groups Network. Hey, t'as raison, là. T'as raison, Benoît, d'être dans tous tes états, parce que c'est vrai que tu peux pas... À Montréal, c'est-tu moi qui est naïf? À Montréal, tu peux pas vivre si t'es un unilingue anglophone, là. Tu pourras pas être servi au restaurant. Non. Vas-y, Benoît. Tu pourras pas être servi au restaurant. C'est impossible. Alors là, les libéraux, en fin de semaine, ils veulent reconnecter avec les régions, mais ils ont passé en fin de semaine à parler de l'importance de l'anglais. Même pas de Montréal. Fascinant. Même pas de Montréal. Fascinant. Il y en a pas un qui a été foutu de dire « Avez-vous vu... » Tu sais, il me semble que Coder aurait pu allumer. Coder embarque sur ses vieux chevaux de bataille fédéralistes, quétaines, de gens chrétiens, rétrogrades. Puis là, au lieu de dire « Avez-vous vu le cœur économique de notre province? » Le Québec, vous aimez ça, une province, là? Vous êtes tous fédéralistes. La belle province du Québec. Avez-vous vu le cœur économique de Montréal? Dans quel état ça se trouve? Ça vous tente-tu de proposer des nouvelles idées? Ben non. On va faire plaisir au Montreal Gazette, puis au CJD, puis à Global, puis à CTV, puis à CBC, puis au Suburban, puis à Ciboire. Ciboire. Tu sais, il n'y a personne qui conseille ces matins. Puis Rodriguez qui arrive comme le sauveur, alors qu'il est le pire face au Québec. Le pire. Hallucinant. Il traîne des petites casseroles sur la bonne gestion de l'économie. Hein? Oh là là, M. Trudeau, c'est pas un exemple et c'était un ténor de son parti. Hein? Mais Benoît, moi, puis pourtant des exemples dans l'actualité, là, en fin de semaine, il y en avait un puis un autre sur la cohabitation difficile avec les itinérants, avec les toxicomanes. Tu as vu là, cet homme là, qui a été piqué par une seringue. Ben oui. Alors qu'à un moment donné, là, avait échappé ses clés c'est un propriétaire, d'un immeuble, il avait échappé ses clés, il voulait ouvrir la porte de garage de son immeuble, échappe les clés d'un tas de fer, ramasse ses clés, se pique avec une seringue. Après ça, on a vu d'autres images en fin de semaine dans différents reportages d'itinérants qui forçaient des portes d'immeubles à Montréal pour rentrer à l'intérieur, sur le plateau, parfois consommer, consommer de la drogue à différents endroits, là. Puis t'as ça dans différents endroits, parfois c'est à proximité avec une ressource de consommation supervisée. Ça suffit, là. Assez, c'est assez, là. Ouais. Là, ça va prendre combien de manchettes, ça va prendre combien d'histoires extrêmement troublantes. On va attendre quoi qu'un enfant se pique avec une seringue pour vraiment donner un coup de barre, là? Je te suis dans ton raisonnement, Alex. Ça va prendre combien d'années pour prouver qu'une personne est incompétente
à tenir le rôle ou la job qu'on lui a confié. Je pense à la mairesse de Montréal. Je pense au premier ministre à Ottawa. Je pense au premier ministre du Québec. Parce qu'en termes de santé, ça marche pas non plus. Fait que ça va prendre combien d'années pour qu'on puisse dire, nous tous, là, je pense qu'il est pas bon, je pense qu'elle est pas bonne de faire la job. Ça prend quelqu'un d'autre. Benoît, parce que, tu sais, on aura beau... J'ai vu Mme Plante, puis j'ai vu M. Baudry à Montréal s'indigner là, à la suite de cet homme qui s'est piqué par une seringue. Mais on s'indigne, mais il n'y a rien qui change. Puis là, on a toujours cette approche-là. On le voit, là. Cette approche, oui, puis cette approche d'accompagnement. Ah, ben parfait. Ouais. Des sites de consommation supervisés, on va vous en ouvrir à tous les coins de rue. Il n'y a pas de problème. Vous voulez des seringues, on va vous en fournir des seringues, pas de problème. Moi, je renie pas l'importance de cette approche-là. Okay? Mais il y a un certain équilibre. On a vu ce que ça a donné dans certaines villes qui sont allées très, très, très loin dans ces idées de gauche-là. Pour revenir qui ont mis de côté la répression. Et oui, puis là, on a vu les dommages que ça faisait. Ça a été le cas dans l'Ouest canadien, dans d'autres villes aussi aux États-Unis. Puis après ça, à un moment donné, on est revenu à un certain équilibre. Je pense que Montréal, on a plus qu'atteint ce point-là, Benoît. Alex, je pense pour ça que Trump a été élu. Parce que les gens sont écœurés de voir des villes comme New York, comme San Francisco, comme Chicago, tu sais, virer de bord. Puis Montréal, c'est pareil. On va en parler tantôt à midi avec André Gélina, un ancien du SPVM, sur l'effet dissuasif. Parce que tu as l'impression qu'on ne tient plus compte de ça, puis c'est un concept qui serait dépassé tellement au 20e siècle. L'effet dissuasif, tu sais, comme des conséquences, comme une amende, comme une peine de prison. Je dis ça, je dis rien. Mais là, mais on est dans l'accompagnement, puis j'ai l'impression pendant ce temps-là, là, on a complètement écarté du débat public les gens qui paient des taxes, les gens qui sont propriétaires de condos, que ce soit dans certains quartiers, au centre-ville, les petites maisons de ville, des gens qui veulent juste élever leur famille tranquille, bien correct, en habitant quand même au centre-ville, dans un environnement urbain. Mais j'ai l'impression parfois qu'on occulte complètement l'opinion de ces gens-là pour mettre uniquement le focus sur c'est les personnes en situation d'itinérance. Alex, même en banlieue, même en région, là c'est partout pareil. Là, il va falloir qu'on ramène un peu d'ordre. Pas les néo-nazis, mais juste un peu d'ordre. Mais non. Mais comprenez-moi bien, je dis pas qu'il faut pas les aider. Bien au contraire, c'est les gens qui souffrent le plus dans notre société. Non, mais Benoît, on le répète sans arrêt. Parce qu'il y en a qui, oui, mais il y en a qui c'est bon de le rappeler. L'objectif, c'est pas ça, là. C'est pas de s'en prendre aux plus faibles, c'est pas ça. Mais c'est juste de trouver le bon point d'équilibre. Un mot sur le jour du souvenir. Il y a un article dans le National Post en fin de semaine qui disait que les Québécois sont moins portés à souligner le jour du souvenir. Oui, puis je trouve ça dommage. Puis j'aime des fois comparer aussi aux États-Unis le respect que les Américains ont envers les militaires, les hommes, les femmes, qui font des gros sacrifices, là. Versus ce que nous, on fait ici au Québec, puis même au Canada. C'est peut-être parce que j'ai habité à Ottawa quelques années. Moi, je trouve ça important aujourd'hui, puis même dans les jours précédents, de le porter, le coquelicot. Je vois que tu le portes toi aussi. Ouais. C'est la moindre des choses, parce que ces gens-là, ces hommes, des femmes, puis Benoît, tu remarqueras, là, quand on regarde des vétérans de la Première Guerre mondiale, il y en a plus, ou pratiquement plus. Deuxième Guerre mondiale, il y en a de moins en moins aussi. Alors, c'est des gens qui ont vu des atrocités, qui sont porteurs d'une charge très, très lourde historique. Et je pense que la moindre des choses, nous, là, qui n'avons pas été exposés à ça, c'est d'honorer leur service, d'honorer le sacrifice qu'ils ont fait, d'honorer leur mémoire. Alors moi, je trouve ça important de le faire. Puis j'ai l'impression qu'il y a une certaine génération, ou même, tu sais, à certains endroits, j'ai l'impression qu'on n'a pas le même respect envers les militaires. Est-ce que c'est parce que même le Canada... Tu regardes là, juste les budgets de la défense, les budgets à l'international, on est des cancres comparativement à ce que d'autres pays injectent en matière de défense. Est-ce que c'est pour ça? Je soulève l'hypothèse, mais je constate simplement, puis c'est dommage, qu'on n'a pas le même respect envers nos militaires ici au Canada, dans l'ensemble de la population, chez bien des gens, qu'aux États-Unis, les Américains ont, par exemple, envers ceux et celles qui portent l'uniforme. Et ça, c'est dommage. Bon, c'est bien dit. Merci, Alex. On se reparle demain. Salut.